seminari Els absents i el sistema terapèutic. Soc Begoña Elizalde, coordino el grup de treball de dol i pèrdues del col·legi. Com molts ja sabeu, ens dediquem a promoure i divulgar la importància del bon tractament del dol en la nostra societat, ja que pensem que com a professionals hem de donar una resposta professional al dolor tan gran generat per una pèrdua. Els 26 membres que ara formem el grup desitgem que us agradi aquest seminari, que aprengueu i que us sembli interessant. Us deixo amb el meu company Enric. Hola, bona tarda, benvingudes a tots. Moltes gràcies per venir en aquesta nova convocatòria del grup de treball de dol i pèrdues del Col·legi de Psicòlegs. Tinc, francament, una gran satisfacció de presentar a l'Edith Goldbetter. No cal que us digui que és doctora en psicologia, psicoterapeuta de la Universitat Lliure de Brussel·les. És un referent a nivell mundial del tractament del dol vist des d'una perspectiva més àmplia, una perspectiva no amb la consideració individual, sinó amb una consideració relacional de tota la família, tot un grup afectat per una pèrdua. A l'Edith la vam intentar portar en l'última jornada que vam fer, el grup de treball de dol, però ella està molt sol·licitada i en aquell mateix dia justament li coincidia una conferència que tenia al Canadà. Nosaltres som pacients, ella també tenia moltes ganes de venir i va dir: vindré un dia i faré un seminari específic per vosaltres, i nosaltres estem encantats. Us explico una mica com organitzarem. També us presento a la Montse, que està treballant, és la traductora. La conferència serà en francès i ella anirà traduint consecutivament. Com que la traducció no simultània, la consecutiva, ens porta una miqueta més de temps, a fi de poder aprofitar al màxim el que ens pugui aportar l'Edith, us proposo que primer deixem que faci la primera part d'aquesta jornada, que és una conferència expositiva. Deixarem molt poc temps, uns 10 minuts o 15 minuts al final, abans de la pausa, per fer alguna pregunta, però si no hi ha cabuda per totes les preguntes que us poden generar, no us preocupeu, perquè la segona part, com que és un taller, serà una part molt més dinàmica, molt més participativa, i allà hi haurà opció de preguntar tot allò que tingueu necessitat. No us prenc més temps i us deixo amb l'Edith Goldbetter. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Muchísimas gracias por la invitación. Et surtout, je suis très sensible à la patience et à l'énergie que vous avez mis pour que je vienne. Parce que je sais que j'ai fait faux bond quand je suis allée au Canada. Bien, y también muchísimas gracias por la paciencia y la energía que habéis demostrado para conseguir que viniera, porque sé que quizá no hice lo correcto al irme a Canadá la última vez. Et ça dénote le fait que vous êtes d'excellents cliniciens parce que vous êtes flexibles. Y eso demuestra que sois excelentes clínicos porque sois flexibles. Alors, je voudrais dire que je me suis intéressée au deuil parce que je m'intéressais aux familles. Quiero decir que me interesaba en el tema del duelo porque me interesaba en las familias. Je ne suis pas partie au départ de l'idée de travailler exclusivement avec la mort ou avec les deuils. No partí de la idea al principio únicamente de trabajar con la muerte o con el duelo. Mais comme je travaille avec des familles en tant que thérapeute systémique, j'ai vite pris conscience que dans chaque famille, il y a des absents. Pero, puesto que trabajo con la familia en el marco de la terapia sistémica, vi que en todas las familias había ausentes. Et que donc, ce n'est pas possible de faire abstraction de ces absents dans le travail qu'on fait avec les familles.
Así que no se puede hacer abstracción de estos ausentes cuando uno está trabajando con las familias. Alors je vais d'abord vous présenter un petit peu le modèle qui m'a amené à penser à l'importance des absents dans les familles. Así que os voy a presentar un poco el modelo que me ha llevado a pensar en los ausentes a la hora de trabajar con las familias. Et ensuite, j'aborderai la manière de traiter effectivement les éventuels deuils non faits dans ces familles. Y luego abordaré el tema de cómo tratar estos eventuales duelos no tratados en las familias. Et si on a le temps, parce que c'est vrai que le temps est doublé vu la traduction, j'aborderai aussi ce qui rend les deuils plus difficiles en général. Y si luego hay tiempo, pues es verdad que la traducción duplica el tiempo necesario, hablaré de Ce qui rend les deuils plus lo difficiles à que faire. dificulta más el hacer el duelo. Alors si on part de la pratique avec les familles, on peut se demander comment on prend rendez-vous chez un psychothérapeute. Si pensamos en la práctica con la familia, nos podemos preguntar, para empezar, cómo uno organiza una cita con el terapeuta. Alors je voudrais faire une grosse parenthèse ici. Así que voy a hacer un gran paréntesis aquí. Parce que je parle de famille et de thérapie familiale, mais je pense que tout thérapeute est confronté aux familles, même s'il n'est pas thérapeute familial. Porque, de hecho, estoy hablando constantemente de la familia, de la terapia familiar, pero yo creo que cualquier terapeuta, aunque no esté tratando con la familia, de facto está tratando con la familia. Si vous relisez, par exemple, les 5 psychanalyses de Freud, Si volvéis a leer los 5 psicoanálisis de Freud, vous allez vous rendre compte combien Freud attache de l'importance à la famille. veréis que Freud también le da mucha importancia a la familia. Il vous parle de la famille de Dora, Os habla de la familia de Dora, il vous parle de l'histoire familiale autour du président Schreiber, os habla de la familia alrededor del presidente Schreiber, etc. Je ne vais pas rentrer Etc. dans tous les détails, mais la famille est là, même s'il s'agit par moments d'entretien individuel. Bueno, no voy a seguir y no voy a entrar en más detalles, pero la familia siempre está ahí, aunque sean terapias individuales. Et donc, ce que je vais présenter pour moi, bien sûr, je l'ai construit à partir de ma pratique, mais je crois que ça peut être appliqué à toutes les pratiques d'orientation variées en psychothérapie. Así que lo que voy a presentar está basado en mi práctica, pero creo que se puede construir a partir de cualquier práctica terapéutica. Alors, je reviens à cette question, comment prend-on rendez-vous chez un... Así que volvamos a la pregunta, ¿cómo organizamos una cita? Autrement dit, est-ce qu'on le fait en secret, pour soi seul, ou est-ce qu'on le fait envoyé par des membres de sa famille, ou est-ce qu'on le fait en cachette? Enfin, comment est-ce qu'on téléphone pour prendre rendez-vous? ¿Cómo lo hacemos? ¿En secreto, para uno mismo, en familia, a escondidas? Es decir, ¿cómo cogemos el teléfono y llamamos a un terapeuta para pedir cita? Et à la suite de ce coup de fil, va-t-on venir seul ou en couple ou en famille, accompagné? Y después de la llamada vendremos solos, en pareja, con la familia, acompañados. Donc il y a déjà tout un processus qui se met en marche. Por lo tanto, ya hay todo un proceso que se pone en marcha. Parce qu'une thérapie dite individuelle implique la famille, soit parce que la famille en est exclue, on ne lui en parle pas de cette démarche. Porque una terapia puede implicar a la familia, bien, porque está excluida, no se le explica que se va a iniciar una terapia. Ce qui veut dire que cette famille a un certain poids. Por lo tanto, esto implica que la familia tiene un cierto peso. Ou bien au contraire, on en parle en famille et on a des retombées, des réactions sur la manière dont on revient de ces séances. O se le habla de ello y entonces tenemos reacciones a la manera como volvemos de estas sesiones. Alors même quand on décide, quand on est thérapeute familial et qu'on demande à la famille de venir avec toutes les personnes qui vivent ensemble, Así que cuando uno es terapeuta familiar y se le pide a la persona que venga con todas las personas que comparten el hogar la con question él, qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est une famille complète? la pregunta que se nos plantea es ¿qué es una familia completa?
Est-ce que ça existe une famille complète? ¿Existe una familia completa? Est-ce que ça se limite aux parents et aux enfants? ¿Son solo padres e hijos? Ou bien est-ce que les grands-parents doivent être présents aussi? ¿O los abuelos también deben incluirse? Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines? Tíos, tías, primos, primas. Où est-ce qu'on met la limite, la frontière? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera? Et donc, on pourrait dire que quel que soit le nombre de personnes qui viennent, la famille est là qui flotte. Por lo tanto, sea cual sea el número de personas que vengan a la sesión, la familia siempre está ahí flotando. Et quelque part, même une personne seule va vous raconter ce qui se passe entre elle et sa mère, entre elle et son père, entre elle et ses enfants, etc., etc. De hecho, aunque venga una única persona, te explicará qué pasa entre ella y su madre, entre ella y su padre, su hermano, etc. Alors à partir de là, on peut se dire, oui, mais quelles sont les attentes Y a de la partir de famille? ahí nos podemos plantear cuáles son las expectativas de la familia. Et pour moi, c'est important d'aller peut-être au-delà de ce qui tourne autour du problème. Y para mí quizá es importante ir un poco más allá de lo que está alrededor del problema. Officiellement, le patient ou le couple ou la famille. Je vais tout le temps dire maintenant la famille, mais vous pouvez mettre une personne, deux personnes ou plus. Voy a hablar siempre de la familia, pero podéis poner a un individuo, una pareja, una familia más completa, lo que queráis, ¿eh? Donc officiellement, on vient parce qu'il y a une difficulté, un problème. Oficialmente uno va a terapia porque hay un problema, hay una dificultad. C'est un peu la carte de visite qui permet de justifier le contact avec le Eso sería un psychothérapeute. poco la tarjeta de visita que te permite justificar el porqué de una cita. Mais on peut se dire que derrière ça, il y a en tout cas le besoin de rencontrer une personne inconnue, le thérapeute, et de le faire entrer dans son intimité. Pero detrás de esto nos podemos decir que hay la necesidad de ir a ver a una persona desconocida y hacerla entrar en tu intimidad. C'est un peu comme on appelle ça en anglais un blind date, c'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, le thérapeute aussi d'ailleurs va rencontrer un patient qu'il ne connaît pas, mais pour que le patient va partager avec lui quand même une intimité importante, son intimité familiale. Es como una cita ciegas, va y conoce a una persona que antes no conocía, que es el terapeuta. De hecho, el terapeuta también va a conocer al paciente que previamente no conocía y le hace partícipe de su intimidad. C'est quand même une démarche extraordinaire. On oublie souvent que ce n'est pas ordinaire que d'aller raconter sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. A menudo perdemos de vista que es algo extraordinario porque el paciente viene a explicarle su vida a un desconocido. De partager avec lui des conflits qu'on peut avoir à l'intérieur de sa famille. Que comparta con él conflictos que puede tener en el interno de su familia. Et en lien avec ça, je me suis posé la question, mais au fond, à quelle place est-ce que ces familles qui viennent nous voir nous mettent-elles pour nous raconter, nous introduire comme ça dans leur espace intime? Y a partir de aquí me planteé, pero ¿cuál es el lugar que ceden al terapeuta estas familias que vienen a verme? Et très fréquemment, quand on est sensible à cette place, on se rend compte que la famille s'adresse à nous d'une manière particulière. Y muy a menudo, cuando somos conscientes de este hecho, vemos que las familias nos vienen a ver con una realidad concreta. Par exemple, vous avez un couple Por ejemplo, una pareja, et le monsieur dit « Oui, ma femme, elle pense toujours des choses comme ça » et en vous lançant un petit regard de connivence. y el marido dice, sí, mi mujer siempre piensa cosas así, te echa una mirada así como de connivencia. Et madame vous dit « Vous entendez mon mari? Comment il me parle? Comment il parle de moi ?» Y la señora contesta, ¿pero ha visto mi marido qué dice de mí? Et donc, vous êtes mis là dans une position particulière, Y por lo tanto, estáis en una posición particular, qui peut être une position où chacun demande une alliance. una postura en la que cada parte pide una alianza, Ça peut être une position d'arbitre, puede ser una posición de árbitro ça peut être une position de juge, vous allez savoir qui a raison, o de juez, sabrá quién tiene razón, ou bien vous allez défendre quelqu'un qui est une victime dans la famille, vous allez sentir que c'est la victime et que les autres ne sont pas bons. o vais a ser los defensores de una víctima, consideraréis que
tal persona de la familia es una víctima y hay que defenderla, vous allez être le sauveur, el salvador, ou bien vous allez être celui qui ne comprend jamais rien à rien. o seréis sencillamente el que no entiende nada de nada. Vous savez, j'ai eu un jour une famille comme ça. La première séance s'est très bien passée. De hecho, tuve un caso así, una familia, la primera sesión fue perfectamente bien. À la séance suivante, ils reviennent. C'était des parents avec 2 enfants de 20 et 22 ans. Eran unos padres con 2 hijos de 20 y 22 años. Et à la deuxième séance, ils me disent, vous savez, vous n'avez rien compris. Y a la segunda sesión vienen y me dicen, ¿sabe? Usted no ha entendido nada. Vous avez dit à la fin de la dernière séance ceci et cela, mais ça n'a rien à voir, c'est tout à fait à côté de la plaque. Y al final de la primera sesión nos dijo, veréis esto y aquello. Pero usted no entendió nada de nada. On était tous d'accord, on se disait, où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Y de hecho estábamos todos de acuerdo. ¿Dónde habrá llegado, cómo habrá llegado la terapeuta a esta conclusión? Et je retravaille avec eux et de nouveau, la séance se passe plutôt bien. Y vuelvo a trabajar con ellos y la sesión va bastante bien. Et puis on arrive à la troisième séance. Y llegamos a la tercera sesión. Et de nouveau, ils me disent, vous n'avez rien compris la fois passée. Mais enfin, comment vous avez pu faire une intervention comme ça? C'est tout à fait à côté. Y de nuevo me dicen, pero es que no he entendido nada. ¿Cómo pudo hacer una intervención así? Pero si no, es que no he entendido nada. Et ça s'est passé 3-4 fois comme ça. Y durante 3 o 4 veces pasó lo mismo. Et je me suis demandé, c'était il y a longtemps, je me suis dit, mais pourquoi ils reviennent chez un thérapeute aussi mauvais? Y entonces, eso fue hace mucho tiempo y yo me planteé, digo, pero ¿para qué volverán si como terapeuta soy tan mala? Alors, je me suis dit, mais peut-être qu'ils ont besoin que quelqu'un occupe cette place-là. Y luego me dije, pues igual necesitan que alguien ocupe ese lugar. Parce qu'au début des séances, chaque fois, ils me parlaient de leurs conflits, mais quand ils venaient me dire combien j'étais mauvaise, il n'y avait plus de conflits, ils étaient tous d'accord. Porque venían a hablarme de su conflicto, pero cuando me criticaban a mí estaban todos de acuerdo, por lo tanto ya no había conflicto. Et donc, la question qui se posait pour moi, c'est est-ce qu'il est possible que cette place du mauvais qui met tout le monde d'accord contre lui a été occupée précédemment par quelqu'un d'autre dans la famille? Y entonces me planteé, quizá esta postura del malo contra el que se unía toda la familia ya está ocupada por alguien antes de mí. Et donc, un peu, j'ai construit progressivement une hypothèse de travail à tester. Y entonces poco a poco fui construyendo una hipótesis de trabajo que había que probar. Qu'il est possible que quand une famille vient nous consulter, au-delà de son problème, elle attend que quelqu'un entre dans sa danse pour lui permettre de continuer à danser comme elle le faisait avant. Que es que cuando una familia te viene a ver, lo que espera es que tú ocupes una postura para permitir mantener la dinámica que tenían previamente. Et que donc la place que la famille espère nous voir occuper compte aussi dans le travail qui se fait avec. Y por lo tanto, en el trabajo que se hace con esa familia, tu postura en el sí de esa familia también tiene una importancia. Et donc quand je me pose la question sur mais à quelle place me mettent-ils? Pourquoi me mettent-ils à cette place du mauvais? Je commence à utiliser ça avec eux. Y cuando empecé a plantearme, pero ¿por qué me dejan en esta postura del malo? Pues empecé a trabajar así con ellos. Et je vais leur dire, au fond, comment vous faisiez avant? Comment vous faisiez pour vous mettre d'accord? Est-ce que, je reprends cette famille pour laquelle j'étais mauvaise. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, à une certaine époque, vous aidait à avoir moins de conflits? Y retomo la familia para los que yo era la mala. Les pregunto, pero bueno, ¿cómo lo hacíais antes? ¿Había alguien que os ayudaba a poneros todos de acuerdo? ¿Y cómo funcionaba antes? Et en l'occurrence, dans cette famille-là, on m'a dit oui, il y avait un oncle qui vivait à la maison, qui était le frère du père et qui était célibataire et qui vivait avec eux. Y me dijeron, pues sí, estaba el hermano del padre, el tío, que era soltero y vivía con ellos. Qui était plein de bonne volonté mais qui ne comprenait jamais rien. Que tenía muy buena voluntad, pero no entendía nada de nada. Et qu'il était extraordinaire dans le sens où quand il disait ces bêtises,
tout le monde riait et tout le monde était bien ensemble. Y cuando decía sus tonterías, todo el mundo se reía, todo el mundo estaba bien en casa. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à cet oncle, ai-je demandé. ¿Y qué le pasó al tío?, pregunté. Eh bien, il est mort. Pues se murió. Donc, pour moi, c'est important. Alors, quand l'étape suivante, c'est que je dis, et si l'oncle était là, où serait-il assis? Y entonces mi siguiente pregunta fue, ¿y si el tío siguiera aquí, dónde estaría sentado? Donc, parce que pour moi, j'ai parlé des places. Les places sont aussi concrètes dans la séance. Je reçois que ce soit une personne, 2 ou 10, c'est toujours dans un grand cercle de sièges. Porque para mí el lugar ocupado también es importante. En mi consulta, reciba 1, 5 o 10 personas, siempre estamos sentados en un gran círculo. Et donc, on va me désigner éventuellement le siège. C'est celui-là, il serait là s'il était là aujourd'hui. Y entonces me designan eventualmente una silla diciendo, mira, si estuviera vivo estaría aquí sentado. Et à partir du moment où on travaille là-dessus, il y a un élément de surprise qui apparaît dans la famille. Y entonces, a partir del momento en que se trabaja de esta manera, aparece el elemento de sorpresa en la familia. Parce que déjà l'évocation de cet oncle fait que je ne suis plus à la place de l'oncle. Porque la evocación del tío hace que yo ya no esté en el lugar del tío. À ce moment-là, l'absent est réintroduit dans le cercle de la famille. Porque en ese momento el ausente vuelve a reintroducirse en el círculo de la familia. Alors, la surprise est un élément fondamental en psychothérapie. En psicoterapia, la sorpresa es un elemento fundamental. Ce que je vais vous raconter n'est pas la seule manière de créer des surprises en thérapie. Lo que os estoy explicando no es la única manera de crear sorpresa en terapia, Mais c'est un des moyens que moi j'utilise. pero sí es uno de los medios que yo utilizo. Mais de manière générale, la surprise permet de déséquilibrer quelque chose qui est un peu figé dans les croyances familiales. Pero en cualquier caso, la sorpresa sirve para romper algo que está fijado en la familia. Et je reprends ici un thérapeute français qui s'appelle François Roustan, que peut-être certains connaissent. Y retomo aquí un terapeuta francés que quizá algunos conozcáis, François Roustan. Et j'ai fait une faute d'orthographe enfin bon, bref, mais c'est pas grave. Qui dit la surprise, c'est être désorienté pour pouvoir réorienter. En fait, il y a un R là, mais enfin bon. Il y a Nada, decía que había una pequeña falta de ortografía, pero en cualquier caso, Roustan dice, la sorpresa es estar desorientado para poder reorientarse. François Roustan, juste pour la petite histoire, c'est un monsieur très âgé maintenant, il doit avoir 85 ans, mais il travaille encore à Paris. François Roustan, un poquito para daros el contexto, es una persona que sigue trabajando, pero es bastante anciano, tiene unos 85 años ahora. Il a d'abord été prêtre et puis il est devenu psychanalyste et il a quitté la prêtrise pour travailler à plein temps comme psychanalyste. Primero fue cura y dejó el ser cura para dedicarse al psicoanálisis a tiempo completo. Et puis, il a quitté la psychanalyse pour travailler plutôt avec l'hypnose, entre autres l'hypnose ericksonienne. Et c'est quelqu'un qui est très, très ouvert, qui n'est pas sectaire au niveau psychothérapie. Y luego dejó la psicoterapia para dedicarse a la hipnosis. Alors, si on reprend un petit peu donc, ce que je vous raconte en thérapie, c'est qu'on peut se dire que quand les patients s'asseyent devant vous, chaque place restée vacante peut avoir des significations. Entonces, si retomamos un poco lo que os he dicho, en terapia cada lugar vacante puede tener un significado en la terapia. Et ces significations ont à voir évidemment avec les constructions qu'on va créer, les co-constructions qu'on aura avec les patients. C'est-à-dire que moi je vais parler d'un absent pour une chaise, d'autres pourraient très bien introduire autre chose au niveau de ces sièges. Mais en tout cas, le travail que je vais faire avec eux sera autour de l'amplification des absences. Y a partir de ahí, con el terapeuta se crean co-construcciones que se articulan alrededor de la amplificación de estos vacíos, que en mi caso es el tratamiento del ausente, pero para otro terapeuta puede ser otra cosa. Alors, ce modèle implique aussi la variable du temps. Este modelo también implica la variante del tiempo.
Déjà parce qu'on peut imaginer qu'à une certaine époque, celui qui est absent aujourd'hui ne l'était pas. Porque para empezar podemos imaginar que el que está ausente hoy no lo estaba en el pasado. Et puis que son départ ou son décès ou sa rupture de lien a eu lieu. Y entonces ha habido una muerte o una ruptura de vínculo o una marcha. Et que ensuite la famille doit gérer cette absence par le deuil à faire. Y que la familia tiene que gestionar el duelo de esta ausencia. Et donc, certains absents, parce que vous allez me dire, oui, mais est-ce que chaque fois que quelqu'un quitte ou meurt dans une famille, il y a un bouleversement aussi fondamental? Y entonces me diréis, pero bueno, cada vez que se muere o que alguien abandona la familia, ¿hay este hundimiento tan radical? Bouleversement qui entraînerait la famille à chercher quelqu'un qui occuperait la place de celui qui a disparu. Este cambio que obliga a la familia a buscar a alguien que ocupe el lugar del ausente. Alors, moi j'aurais tendance à dire que certains absents, certains membres de famille ont un rôle parfois plus fondamental dans le maintien de l'équilibre que d'autres. Yo diría que algunos miembros de la familia tienen un papel más fundamental en el mantenimiento de la familia que otros. C'est pas qu'ils sont meilleurs ou qu'on les aime plus, No que sean mejores ni que se les quiera más, puisqu'ils peuvent même avoir un mauvais rôle, comme un tyran dans une famille. porque incluso pueden tener el rol de tiranos. Mais ils ont un rôle tellement pesant que, moi je les ai appelés les tiers pesants, Tienen un rol tan poderoso, yo de hecho les he llamado los terceros pesantes, parce qu'ils ont acquis un rôle qui est indispensable dans la famille. porque tienen un papel indispensable en la familia. Je vais faire une petite parenthèse sur un cas à ce niveau-ci. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un caso. J'ai vu il y a quelques années une famille où il y avait les parents, la fille aînée qui était anorexique, qui avait 21 ans, une deuxième fille qui avait 18 ans et une troisième fille qui avait 15 ans. Era una familia con los padres y la hija mayor de 21 años era anoréxica, la segunda tenía 18 años y la tercera 15. Cette famille était venue non pas pour que je m'occupe spécifiquement de l'anorexie de la fille aînée, mais pour que je réfléchisse avec eux à son caractère, parce qu'elle était tyrannique. Esta familia vino a verme no para tratar específicamente la anorexia de la hija mayor, sino para tratar su carácter porque era bastante tirana. Parce qu'en fait, cette fille, par ailleurs, était traitée par une pédopsychiatre psychanalyste pour son anorexie. Porque de hecho esta chica ya estaba siguiendo un tratamiento por una pedopsiquiatra y psicoanalista. Il faut dire qu'elle était anorexique depuis l'âge de 14 ans et moi je l'ai vue, elle avait 21 ans. De hecho era anoréxica desde los 14 años y yo cuando la vi tenía 21. Mais bon, la famille se disait, l'analyse la guérira, mais occupons-nous de son caractère très très tyrannique. Y la familia decidió que bueno, ya estaba siendo tratada por la anorexia, ya se curará, pero vamos a buscar ayuda por su carácter. C'était une famille où on se parlait très gentiment, très doucement, en disant mon petit pigeon, ma petite chérie. C'était très très sucré comme famille. Era una familia muy dulce, donde todo el mundo se hablaba muy suave, se iban diciendo cariño, pequeño, amor, cosas así. Mais seule la fille anorexique, Muriel, piquait des crises de colère. Pero solo la hija mayor, Muriel, que era anoréxica, tenía crisis Crise de colère. de enfado, se enfadaba mucho. Par exemple, si les tasses n'étaient pas rangées avec la hanche vers le côté gauche dans l'armoire, elle explosait. Por ejemplo, si las cosas no estaban ordenadas como ella quería, con el mango hacia un lado, pues se enfadaba muchísimo. Et tout le monde fouillait dans sa chambre comme des lapins. Tout le monde avait peur d'elle. Y de hecho, todo el mundo le tenía miedo y huían de su habitación. Et elle-même me disait, oui, c'est vrai, j'ai un caractère impossible. E incluso ella lo admitía, sí, tengo un carácter imposible. Tout ça depuis l'âge de 14 ans, en même temps que l'anorexie. Todo esto desde los 14 años, desde la anorexia. Alors j'ai demandé, au fond, comment c'était avant. Y les he preguntado, ¿y cómo era antes? Et alors la mère m'a dit, vous savez, mon père est mort.
Y la madre me dijo, ¿sabe? Mi padre murió. Ah bon? J'ai dit, ah bon? Dije, ah, bueno. Alors elle m'explique que son père, sans faire le rapprochement, mais que son père était un homme très tyrannique, qui avait un sale caractère. Y sin hacer ningún vínculo me explica que su padre era un hombre muy tirano, con un carácter muy agresivo, muy feo. Et que d'ailleurs sa mère était morte prématurément, sûrement à cause de ce sale caractère du père. Y que su madre habría muerto de forma prematura, probablemente a causa del mal carácter de su padre. Et puis, à la fin de sa vie, cet homme a eu un cancer du foie. Y que al final de su vida este hombre tuvo cáncer de hígado, Il n'avait pas de problème d'alcoolisme. no tenía problemas de alcoholismo. Et comme il était mal à la fin de sa vie, il est venu, la mère l'a prise chez elle à la maison. Y como Enfin, estaba, madame, la mère de Muriel a pris le grand-père, voilà, je veux dire, le grand-père à la maison. y como estaba mal de salud, la madre de Muriel, de la niña anoréxica, lo acogió en casa. Parce que ses frères et sœurs ne voulaient pas prendre ce grand-père tellement il était impossible à vivre. Porque ninguno de sus hermanos quería acoger al padre, dado el mal carácter que tenía. Donc elle me dit, je l'ai pris par charité chrétienne. Y me dijo, lo acogí por caridad cristiana. Et pendant les 6 derniers mois de sa vie chez nous, il nous a fait une vie impossible. Y durante los últimos 6 meses de su vida nos hizo la vida imposible. Il était mécontent tout le temps, il grondait tout le monde, enfin il était insupportable. Era realmente insoportable, nos chillaba por todo, estaba descontento con todo. Et puis il est mort, et j'ai cru, me dit la mère, que je serais soulagée le jour de sa mort. Je me disais, il va mourir, donc ce sera fini tout ça. Y yo me decía, bueno, se va a morir, por lo tanto me voy a sentir aliviada cuando se muera, esto se va a acabar. Et en fait, je suis tombée en dépression après sa mort. Pero caí en una depresión. Et j'allais pas bien du tout. No estaba para nada bien, Jusqu'à ce que ma belle-mère, donc la mère de mon mari, m'a dit, mais regarde Muriel, elle est en train d'aller mal. hasta que mi suegra me dijo, pero ¿has visto a Muriel? No está bien. Et j'ai commencé à m'occuper de Muriel, et moi, ma dépression a disparu. Y entonces me empecé a ocupar de Muriel y mi depresión desapareció. Et je leur dis, c'est curieux, vous me parlez du grand-père avec les mêmes adjectifs que quand vous parliez de Muriel pour décrire son caractère. Le he dicho, pero es curioso, me habla de su padre con los mismos adjetivos que utiliza al describirme a Muriel. Alors la deuxième sœur, celle qui a 18 ans, a dit, mais c'est drôle parce que Muriel, elle a en plus maigri comme grand-père. À la fin de sa vie, elle se tient même un petit peu comme ça, comme grand-père. Y la segunda hija, la de 18 años, dice, sí, y además es curioso porque Muriel se ha adelgazado muchísimo, igual que el abuelo en los últimos meses de su vida, incluso anda un poco encorvada. Et Muriel a dit, maman, je t'ai dit la semaine passée que grand-père était réincarné en moi. Y Muriel le dice, pero mamá, si te dije la semana pasada que el abuelo se ha reencarnado en mí. J'avais encore rien écrit sur la question, donc elle n'a pas copié. No había escrito nada sobre el tema, por lo tanto no se habían copiado. Vaya. Mais elle m'a bien aidée, Muriel. Pero me ayudó mucho Muriel. Parce que c'est vrai qu'elle a mis en évidence l'impossibilité pour cette famille de faire le deuil du grand-père. Porque de hecho Muriel lo que ha puesto en evidencia era la imposibilidad de esta familia para hacer el duelo del abuelo. Et le fait qu'il fallait mettre quelqu'un à la place du grand-père pour masquer l'absence. Y el hecho de que había que poner a alguien en el lugar del abuelo para enmascarar esta ausencia. Mais qu'en plus, la patiente désignée, comme on dit, ne suffisait pas à effacer le grand-père. Y que además la paciente designada, es la terminología que utilizamos, no era suficiente para hacer olvidar al abuelo. Et donc on introduisait maintenant le thérapeute, moi. Y que por lo tanto me habían introducido a mí como terapeuta. Et parce que quand j'ai demandé où serait assis le grand-père, s'il était là, Porque cuando les pregunté, ¿y dónde se hubiera sentado el abuelo si estuviera aquí? on m'a dit, là où vous êtes assise. Me dijeron, justo donde está usted. Je me suis levée alors, ça fait partie de la manière de travailler. Je me suis levée pour laisser la place au grand-père. Y entonces me levanté para dejarle sitio al abuelo, es la manera en la que trabajamos. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à ce moment-là
les émotions qui émergent dans la famille. Y lo interesante es ver las emociones que emergen en la familia en ese momento. Parce que c'était qu'une chaise, la chaise où j'étais assise, elle était comme toutes les autres chaises du groupe. Porque era una silla exactamente igual que el resto de sillas del círculo. Mais en même temps, cette chaise était devenue la métaphore du grand-père. Pero de hecho esa silla era la metáfora del abuelo. Alors c'est quoi une métaphore? Entre autres, un thérapeute américain qui a écrit cet ouvrage dont vous avez la référence là, a travaillé sur les métaphores, et il montre que, en fait, une métaphore est un nouage de signification. Ça veut dire qu'on met ensemble des choses qui sont au départ pas connectées, mais qu'on associe et qui s'identifient finalement, si vous voulez. Bueno, ¿qué es la metáfora? Pues este autor americano que tienen en la pantalla, y ven aquí la referencia, ha trabajado mucho sobre las metáforas y dice que la metáfora es una nube de significados que no tienen por qué tener vínculo entre sí, pero que se conectan. Et donc, on en arrive à, dans le contexte de la thérapie, à métaphorer. C'est un mot qui n'existe pas, c'est un néologisme, ce qui veut dire introduire des métaphores dans l'espace thérapeutique. Por lo tanto, en la terapia lo que hacemos es metaforar, lo que es un neologismo, no es una palabra que exista, Et qui va toucher tout le monde à un niveau à la fois verbal et paraverbal, parce que ce qui est intéressant, c'est que la métaphore va devenir vraie. para llegar a la gente de forma verbal y paraverbal, y así la metáfora se vuelve una realidad. C'est-à-dire que aussi bien le thérapeute que la famille, en parlant par exemple du grand-père, va montrer la chaise. Et le grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Et on oublie, on voit bien que c'est une chaise et en même temps c'est le grand-père. Por ejemplo, en el caso de esta familia, si se habla del abuelo, se señalará la silla. Todo el mundo sabe que la silla es eso, simplemente una silla, pero al mismo tiempo también es el abuelo. Donc, si vous voulez, pour reprendre un peu, resynthétiser ce que je vous ai raconté jusqu'ici, c'est l'hypothèse de travail, en tout cas à vérifier, parce que ça ne se vérifie pas nécessairement chaque fois, ou parce qu'on n'a pas toujours les éléments qui permettent de la confirmer. Por lo tanto, la hipótesis de trabajo, que hay que verificarla porque no se comprueba cada vez o no siempre funciona, Ce serait qu'un thérapeute est appelé pour occuper la place d'un absent. es que el terapeuta entra para ocupar el lugar de un ausente, dont finalement la famille ne sait pas faire le deuil parce qu'il était trop important dans son fonctionnement. la familia no sabe hacer el duelo de este ausente porque era demasiado importante, Et quand le thérapeute occupe cette place, ça pourrait aider la famille à fonctionner comme avant. y cuando el terapeuta ocupa este lugar puede ayudar a la familia a funcionar como lo hacía antes. Mais en fait, on ne va pas toujours réussir. Le thérapeute ne va pas exactement prendre la place de l'absent. Pero no siempre vamos a tener éxito, no siempre el terapeuta ocupará el lugar del ausente. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que si les choses s'emboîtaient trop bien, on est parti pour une histoire d'adoption réciproque entre la famille et le thérapeute, mais on n'est plus dans la thérapie. Y quizá mejor que no siempre funcione, porque si las cosas cuadrasen siempre demasiado bien, sería una adopción del terapeuta a la familia, de la familia al terapeuta, y no acabaríamos nunca. Alors, je viendrai à ce qui fait que ça ne s'emboîte pas, mais je vais repartir sur cette notion du tiers pesant, donc qui sont ces absents dont on ne sait pas faire le deuil. Luego volveré a esto, pero voy a hablar ahora del tercero pesante, de la persona tan importante sobre la que no se consigue hacer el duelo. Qui implique donc un postulat pour moi de base, c'est que toute relation est minimalement triangulaire, puisque je parle de tiers. El postulado de base para mí es que cualquier relación es como mínimo triangular, puesto que hablamos de un tercero. Dans le sens où, c'est pour ça que je parle de tiers, hein, dans le sens où si vous pensez à une symbiose ou à une fusion, où on a tendance à penser qu'il n'y a que deux personnes qui sont très proches l'une de l'autre. Cuando pensamos en una fusión o una simbiosis, pensamos en dos personas muy cercas las unas de las otras. En fait, cette façon de voir implique que tout tiers est exclu. Y esto implica que el tercero está excluido.
qu'on n'arrive pas à entrer soi-même dans la symbiose entre deux autres personnes. Que no conseguimos entrar en esta simbiosis entre otras dos personas. Donc ça veut dire que le tiers exclu fait partie de la définition de la symbiose. Por lo tanto, el tercero excluido forma parte de la definición de simbiosis. Si vous avez Robinson Crusoe et Vendredi qui sont tout seuls sur leur île déserte, ils ne sont pas en symbiose. Si tenemos a Robinson Crusoe y a Viernes que están solitos en la isla desierta, no estamos en una simbiosis. La symbiose apparaît quand vous voulez entrer dans une dyade et que vous vous sentez exclu. La simbiosis aparece cuando tú quieres entrar y te sientes excluido. Et donc, dans une famille, et dans toute relation, vous avez des tiers légers et des tiers pesants. En una familia o en cualquier relación hay terceros ligeros y terceros pesantes. Quand vous rentrez le soir du boulot, vous parlez aux personnes avec qui vous vivez, de vos collègues, des enfants, du boulanger, vous passez d'une personne à l'autre. Pour moi, c'est des tiers légers. Cuando uno vuelve a casa después del trabajo y hablas de tus colegas de trabajo, de los niños, del señor de la panadería, pues todos estos son terceros ligeros. Par contre, les tiers pesants, ce sont ceux qu'on cite toujours. Ils ne sont pas forcément physiquement là, mais ils sont évoqués toujours. En cambio, el tercero pesante es aquel que siempre se cita, siempre se evoca. No está necesariamente allí, pero siempre se habla de esa persona. Je donne souvent un exemple qui est une petite blague un petit peu osée. Siempre doy como ejemplo una pequeña broma un poco atrevida, Mais je trouve qu'elle illustre très bien ce que c'est le tiers pesant. pero me parece que ilustra muy bien lo que es el tercero pesante. Alors excusez-moi du côté un peu osé. Así que perdón por el atrevimiento. Alors, c'est l'histoire d'une petite dame très timide qui va chez un psychiatre. Es la historia de una señora muy tímida que va a ver a un psiquiatra Et elle lui dit, docteur, mon mari n'arrête pas de me parler de sa mère. y dice, doctor, mi marido no para de hablar de su madre. L'autre jour, je lui ai acheté une très belle chemise. Il m'a dit, oui, elle est belle ta chemise, mais ma mère a un de ses goûts pour m'acheter des vêtements. El otro día le compré una camisa y me dice, hombre, sí, es bonita, pero mi madre tiene un gusto para comprar ropa. Un autre jour, je lui ai fait le plat favori qu'il adore, la choucroute. Il m'a dit, oui, elle est bonne ta choucroute, mais ma mère fait de ses choucroutes. El otro día le cociné su plato favorito, la choucroute. Me dice, hombre, sí, está buena, pero mi madre hace una choucroute. Docteur, je n'en peux plus de sa Y mère. doctor, ya no puedo más con su madre. Alors, le psychiatre lui dit, je vais vous trouver un moyen d'en sortir. Y el psiquiatra le dice, tranquila, le voy a encontrar una manera de salir de esta. Vous allez aller dans un magasin de lingerie. Váyase a una tienda de ropa interior, Vous allez acheter un soutien-gorge pigeonnant et un petit slip en dentelle. se va a comprar unos sostenes bien sexys y unas braguitas de puntilla, em sortia en català, perdó. Et prenez du noir, c'est encore mieux. Y escójalos en negro, que todavía es mejor. Et puis, un jour, vous rentrez à la maison du travail, plutôt que votre mari, vous mettez le petit soutien-gorge en dentelle noire, pigeonnant et le petit slip noir, et vous vous mettez sur le divan, vous l'attendez. Y vuelve un día un poco antes que su marido a casa, se pone la ropa interior sexy y se estira en el sofá para esperarle. Madame est très timide, elle va acheter ça en disant que c'est pour une amie, enfin elle achète tout ça, elle revient à la maison, elle met le soutien-gorge pigeonnant et le petit slip noir en dentelle et elle se couche sur le divan. La señora, que es muy tímida, se va a comprarlo diciendo, no, es para una amiga, pero bueno, lo compra todo, se va a casa, se lo pone, se estira en el sofá. Elle entend la clé qui tourne dans la porte Oye la llave en la puerta et son mari entre dans le salon y su marido entra en el salón et il la voit dans ses petits linges en dentelle noire y la ve en ropa interior. et il dit « Oh, maman est morte !» Le dice, pero mamá se ha muerto. Voilà le tiers pesant. Pues ese es el tercero pesante. Donc, le deuil de ces tiers pesants est impossible à faire. Ces personnes sont trop importantes. El duelo de estos terceros pesantes es imposible, son demasiado importantes. Et donc, on va rentrer dans le travail des familles avec ces absents. Y por lo tanto entraremos en el trabajo de la familia con estos ausentes.
Est-ce que sur le plan théorique, jusqu'ici, il y a déjà des questions? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre el plano teórico? Vous voulez l'adresse du magasin? ¿Quieren la dirección de la tienda? Alors, le travail commence par, quand une famille vient, comment on va s'asseoir? Alors, je donne un exemple d'une famille ici, où vous avez un adolescent, une chaise vide, un homme qui est sans doute le père, c'est une première séance, une chaise vide, une femme, la mère sans doute, une jeune fille, un garçon. Donc, c'est probablement 2 parents et 3 enfants. Bien, entonces vamos a empezar con una familia que va a empezar una terapia y cómo vamos a tomar asiento. Os doy como ejemplo, una familia, aquí tenemos un adolescente, una silla vacía, un hombre, probablemente el padre, otra silla vacía, una mujer, probablemente la madre, una chica joven y un chico. Así que probablemente una familia con 3 hijos. Comme toujours, quand je travaille, je n'ai pas de place attitrée. Donc la famille s'assied en premier lieu et occupe l'espace comme elle veut, et puis je vais m'asseoir. Como siempre, yo no tengo un lugar fijo, no hay ninguna silla especialmente para mí, dejo que la familia se siente en la primera sesión y luego me siento yo. Alors, étant donné que j'ai dans l'hypothèse qu'il y a probablement des absents, Dado que mi hipótesis de trabajo es que probablemente hay ausentes, je dois pouvoir choisir un siège, si possible, qui est libre. debo escoger un asiento que, si es posible, que esté libre. Et c'est pas facile dans un cas de figure comme ça. Y no es fácil en un caso como este. Parce qu'en plus, si je me mets ici, à cette place-là, je renforce le fait qu'il y a un camp de ce côté-ci et un camp de ce côté-là. Porque si me siento en la silla de arriba, por ejemplo, refuerzo el hecho de que hay un bando de un lado y un bando del otro. Si je me mets là, je me mets entre l'homme et la femme et je renforce l'isolement de l'adolescent. Si me pongo en la otra silla, estoy separando al hombre y la mujer y refuerzo el aislamiento del adolescente. Et là, et là. Et si je me mets là, de la même façon, je renforce la solitude de cet homme. Y si me pongo en la otra silla, refuerzo la soledad del hombre. Alors, dans un tel contexte, je commence la séance debout en leur disant « Où vais-je m'asseoir ?» Así que en una situación así, empiezo la sesión de pie y les pregunto, ¿dónde me voy a sentar? En l'occurrence, les enfants me disent, décidément, me disent à côté de papa. En este caso, los niños me dicen, pues al lado de papá, Et ici. aquí. Et je dis pourquoi à côté de papa? Y les pregunto, ¿por qué al lado de papá? Parce que papa est tout seul. ¿Por qué papá está solo? C'est drôle, parce que l'adolescent, décidément, l'adolescent était tout seul aussi. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est papa qui est tout seul. Y bueno, me parece curioso porque el adolescente también está solo, pero bueno, en cualquier caso son los niños que me dicen que el papá está solo. Alors je demande, et pourquoi papa ne peut pas rester tout seul? Y les pregunto, ¿y por qué papá no se puede quedar solo? Et les enfants répondent, enfin, le petit et puis les autres, parce que papa est triste. Y el niño pequeño me contesta, pues porque papá está triste. Ah, et est-ce qu'il y avait avant quelqu'un qui rendait papa plus heureux? ¿Antes había alguien que hacía que papá estuviera más contento? Oui, avant, il y avait grand-mère. Sí, antes estaba la abuela. Je dis, alors, est-ce que c'est la place de grand-mère, là? Entonces, ¿es el sitio de la abuela aquí? Oui. Sí. Et donc, je ne vais pas me mettre là et je vais dire, est-ce que les autres places, je vais m'asseoir à une des autres places. Y entonces no me siento ahí y me sentaré en una de las otras 2 sillas. Est-ce que c'est la place de quelqu'un aussi? Y les pregunto, ¿es el sitio de alguien también? Alors c'est très intéressant. Souvent quand on est dans un cas de figure comme ça, la famille va dire « Mais non, vous pouvez vous asseoir là, c'est rien ». Y cuando estamos en una situación así, muy probablemente la familia te dirá, no, pero no se preocupe, si no pasa nada. Et je vais dire « Non, ça c'est la place de grand-mère. Où est-ce que je vais m'asseoir alors ?»
Y yo les digo, no, 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 es el lugar de la abuela, me siento en otro sitio. ¿Dónde me siento? Alors, où vous voulez. Te dicen donde quiera. Donc, c'est important pour moi cette notion qui intervient dans cette absence. Para mí es importante esta noción de lo que interviene en la ausencia. Alors, je voudrais aborder aussi, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le thérapeute, heureusement, ne prend pas toujours la place exacte du tiers absent, dans la mesure où il ne fonctionne pas de la même façon que le tiers pesant qui est absent. Les he dicho que el terapeuta no siempre ocupa el lugar del tercero pesante porque no siempre tiene el rol del tercero pesante, no siempre actúa igual. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, thérapeutes, nous avons aussi une histoire dans nos familles. Porque nosotros como terapeutas también tenemos una historia en nuestras familias. Et ce qui m'intéresse, c'est au fond, en faisant des formations, je demande toujours aux gens, aux thérapeutes en formation, à un moment donné, de parler de leur génogramme, de leur famille d'origine, de leur place dans leur famille d'origine, etc. Cuando hago formación con terapeutas, en un momento dado, siempre les pido que hagan un genograma, que expliquen cuál es su familia de origen, su posición en la familia de origen. Et donc, j'ai observé que finalement, les thérapeutes ont trois caractéristiques. Pour devenir thérapeute, il y a trois caractéristiques particulières qu'on retrouve chez tous ceux qui veulent devenir thérapeutes. Y he descubierto que entre los terapeutas, aquellos que quieren convertirse en terapeutas, tienen tres características principales, tres comportamientos. Et ce, quel que soit le modèle, c'est-à-dire qu'on peut être psychanalyste, cognitiviste, gestaltiste, systémicien, tout ce que vous voulez. Pour Y moi, eso, sea cual sea la escuela que se siga, no importa. et c'est quoi? C'est que d'abord, on a été thérapeutes familiaux précoces dans nos propres familles. ¿Y qué es? Pues que hemos sido terapeutas familiares precoces en nuestras propias familias. C'est-à-dire que très tôt, on a été sensible à quelque chose qui, selon nous, n'allait pas bien. Así que muy pronto hemos sido sensibles a algo que no iba bien en nuestra familia. On a voulu défendre un frère ou une sœur victimisé. Hemos querido defender a un hermano o una hermana victimizado. On a voulu soutenir un parent qui était défavorisé par rapport à l'autre. Hemos querido apoyar a un padre desfavorecido frente a otro. On a voulu résoudre les conflits entre nos parents Hemos querido solucionar conflictos entre nuestros padres ou détourner leur attention sur nous pour qu'ils pensent moins à leurs différences. o que nos presten más atención para que se olviden de sus problemas. Donc on a essayé de tas de façons d'aider. Es decir, hemos intentado ayudar de distintas maneras. Mais la deuxième caractéristique, c'est qu'on a été des thérapeutes familiaux qui ont échoué, des mauvais thérapeutes familiaux précoces. Y la siguiente cosa es que hemos sido malos terapeutas familiares precoces. Parce que ceux qui ont réussi, eh bien, ils ont fait d'autres études et d'autres formations. Ils sont devenus peintres, ingénieurs, plombiers, tout ce que vous voulez. Ils ont arrêté. Porque aquellos que han tenido éxito se han buscado otra profesión. Fontanero, ingeniero, lo que sea. Mais ceux qui n'ont pas réussi sont ici. Pero los que no, están aquí. Alors, parfois, on peut réussir sur du court terme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça a été efficace ce qu'on a fait, mais dès qu'on relâche, ça retombe comme un souffle. A veces hemos tenido la impresión de tener éxito a corto plazo, pero en cuanto hemos soltado prenda, ¡puf!, se caía, como un soufflé. Or, vous savez qu'une bonne thérapie, c'est une thérapie qui peut s'arrêter une fois pour toutes. Y como sabéis, una buena terapia es aquella que se puede parar en un momento dado. Donc, ce n'était pas le cas entre nous et notre famille. Ça ne pouvait pas s'arrêter. No podía parar en nuestras propias familias. No fue el caso. Troisième caractéristique, on est têtu. Y tercera característica, somos cabezotas. C'est-à-dire que de nouveau, on n'abandonne pas pour aller vers autre chose, on veut y arriver. Queremos conseguirlo, no lo dejamos para irnos a hacer otra cosa. Alors, on fait des études dans les professions d'aide, assistance sociale, éducateur, psychologue, psychiatre, enfin tout ça, quoi. Así que hacemos estudios, educador, psiquiatra, etc. Et puis, Todo aquello que pueda ayudar. Et puis les plus têtus, ratés, tout ce que vous voulez, ils font des formations en psychothérapie. Y los más cabezotas de ellos hacen hacen formación en psicoterapia. Et là, on apprend que
on ne peut pas s'occuper de sa propre famille parce qu'on n'a pas l'objectivité, on n'a pas la neutralité. Il faut s'occuper de la famille des autres. Y aquí nos damos cuenta de que no tenemos suficiente objetividad como para ayudar a nuestra propia familia, sino que hay que ocuparse de las familias de los demás. Et donc, on essaye d'aider les autres familles, mais en fait, on essaye d'aider notre famille dans les autres familles. Y intentamos ayudar a las otras familias, pero de facto estamos intentando ayudar a nuestra propia familia en las otras familias. Et on arrive alors à une construction qui est un peu compliquée. Voilà, c'est... Y entonces llegamos a una construcción un poco complicada, que es J'ai esta. repris, pour ceux qui sont familiarisés à ça, le double bind thérapeutique. C'est Moniel Caïm qui a aussi créé ce contexte de... Voilà, je vous explique. Ici, vous avez le thérapeute. Oh, attendez, parce qu'il faut que j'apprenne à me servir de ce truc. Bon, vous avez le thérapeute ici, Tienen el terapeuta aquí la famille là. y la familia aquí. Alors, le thérapeute reçoit de la famille un message qui est un message officiel, qu'on appelle le programme officiel. C'est ce que la famille dit, soyez notre tiers pesant. La familia le dice al terapeuta, le pasa un mensaje, que es el mensaje oficial, que es sea nuestro tercero pesante. Mais en même temps, la famille a une construction du monde, c'est-à-dire quelque chose de plus profond, une croyance, une conviction qui est personne ne peut prendre la place de notre tiers absent disparu. Il est unique et irremplaçable. Pero al mismo tiempo hay un mensaje oculto que es nadie puede ocupar el lugar de esta persona desaparecida porque es irreemplazable. Donc le thérapeute, il reçoit ça, si vous voulez, de la famille. Esto es lo que recibe el terapeuta de la familia. Alors la famille, elle reçoit du thérapeute, je vais vous aider, je vais vous soulager, entre autres par rapport aux disparus, je vais vous aider. Y el terapeuta les dice a la familia, les voy a ayudar, entre otras cosas, respecto a la persona desaparecida. Mais elle reçoit en même temps, en plus profond, la croyance du thérapeute, la construction du monde qui est je ne peux que rater, je suis un thérapeute raté, comme dans ma famille. Pero el mensaje oculto de la familia, la creencia, la visión del mundo del terapeuta es no les puedo ayudar porque soy un terapeuta fracasado exactamente igual que con mi familia. Donc les choses ne s'emboîtent pas de façon aussi simple que ce Por que las je vous ai cosas dit. no cuadran de forma tan sencilla. Et en plus, je dirais que la manière... Parce que quand je vous ai décrit le futur thérapeute comme un thérapeute familial, précoce, têtu, raté, j'ai aussi décrit un tiers pesant. Porque cuando os he descrito un terapeuta familiar como un terapeuta familiar precoz, cabezota y fracasado, también os he descrito un tercero pesante. Nous avons été souvent des tiers pesants dans nos familles, utiles, indispensables, le confident, celui qui comprend rien. Hein, ça se dit psy, mais ça comprend rien, mais on a besoin de pouvoir le dire. Era el confidente o sencillamente el que no entendía nada de nada, pero que era absolutamente necesario en la dinámica familiar para que todo funcionara bien. Donc on est des tiers pesants professionnels qui recherchons une famille où on va pouvoir remplir un rôle ressourçant. Por lo tanto, somos terceros pesantes profesionales que vamos a buscar una familia. Et on rencontre une famille qui, quelque part, recherche quelqu'un qui va remplacer son tiers pesant irremplaçable, mais quand même, qui va l'aider à ne pas voir cette chaise vide, douloureuse. Y tenemos por otro lado a esta familia que busca de alguna manera rellenar el vacío de su tercero pesante, que por otro lado era irreemplazable. Mais nous n'avons pas été... Notre rôle de tiers pesant dans notre famille n'est pas exactement le même que celui qu'a occupé le tiers pesant de la famille qu'on voit en consultation. No obstante, nuestro papel como tercero pesante en nuestra familia no tiene por qué ser exactamente el mismo que el tercero pesante de la familia que nos viene a la consulta. Par exemple, quand la famille me disait « vous comprenez rien à rien », comme l'oncle, hein, moi, dans ma famille, on m'a jamais dit ça. Por ejemplo, esa familia que me decía, pero usted no entiende nada. A mí en mi familia jamás me han dicho eso. Au contraire, j'étais celle qui comprenait. Al contrario, yo era lo que lo entendía todo. Mais on a tous des décalages comme ça, Así que todos tenemos este tipo de desfases, qui fait que ça ne s'emboîte pas de façon totalement parfaite.
Por eso decía que no cuadra perfectamente. Et c'est dans cet espace un peu décalé que la thérapie peut avoir lieu. Y en este espacio desfasado es donde la terapia puede tener lugar. Il y a quelques cas très rares où ça s'emboîte bien, mais c'est rare, heureusement. Raramente se cuadra perfectamente. Afortunadamente son pocas las veces que pasa eso. Ce sont ces cas que vous mettez en fin de journée parce que vous savez que même si vous êtes fatigué, ça va aller tout seul. Son esos casos que ponéis al final del día porque aunque estéis cansados, todo va a ir rodado. C'est les gens qui vous apportent des chocolats à Noël, un petit brin de muguet au mois de mai, qui vous disent « Ah, vous avez l'air fatigué, aujourd'hui la journée a été dure ». Enfin, il y a une forme d'adoption mutuelle. Son aquellos que te traen chocolate por Navidad o un ramo de florecillas en primavera, vaya, aquellos con los que hay una cierta adopción mutua. Et on met du temps à se rendre compte qu'on n'est plus dans la thérapie, mais qu'on est dans une espèce de retrouvailles harmonieuse à chaque séance. Y tardamos un tiempo en darnos cuenta que ya no estamos en terapia, sino en una especie de encuentro armónico. Alors peut-être je vais arrêter là parce qu'on va faire les questions et après la pause je vais pouvoir prendre sur des cas. Quizá voy a pararme aquí, planteamos algunas preguntas y después de la pausa hablamos de los casos. Est-ce qu'il y a des questions? ¿Alguna pregunta? Hi ha alguna pregunta per aquí? Ça va, pas trop fatigué? Ça va. C'est très intéressant. Ningú vol preguntar res? Bueno, doncs aprofito jo. El fet de poder identificar quina és la petició que ens demana la família sobre el lloc que hem d'ocupar, imagino que requereix que el terapeuta estigui molt ben treballat, que hagi fet una teràpia personal, que hagi fet un treball personal important i, si més no, també que estigui supervisant constantment. Quin valor li dona a la supervisió professional en la pràctica clínica dels psicòlegs? Si j'ai bien compris la question, je dirais que dans les supervisions et dans la formation où on fait des supervisions qu'on donne, on travaille très fort sur la place du thérapeute dans sa famille d'origine aussi. Si he entendido bien la pregunta, diría que en las supervisiones y nosotros en las formaciones que hacemos se hace mucha supervisión, trabajamos mucho sobre el lugar del terapeuta en su familia. Et ça implique dans le travail thérapeutique, une fois qu'on est sur le terrain, qu'il faut toujours une partie de soi qui soit en alliance et en empathie avec les patients, et une autre partie de soi qui regarde qu'est-ce qu'il est en train d'arriver, quel est le processus dans lequel on est tous pris. Y luego en la práctica hay que tener una parte de sí mismo con empatía hacia el paciente y la otra parte muy consciente de todo lo que nos rodea. Et je pense que c'est moins difficile qu'on ne croit, mais c'est une habitude à prendre. C'est moins difficile parce que c'est le même processus que quand vous regardez un film et vous êtes très fort pris par le film parce que c'est un film d'horreur ou un film sentimental, mais vous êtes pris par l'histoire. Mais en même temps, vous savez que vous êtes au cinéma ou devant la télévision, vous savez que vous pouvez boire quelque chose, que vous êtes mal assis. Donc, vous vivez sur deux plans. Y creo que es una costumbre que hay que coger, que no es tan difícil de hacerlo, porque es como cuando vemos una película que nos tiene muy enganchados, estamos muy emocionados con la película, bien porque es una película de terror o una película romántica, pero que nos tiene totalmente enganchados, pero al mismo tiempo somos conscientes de que estamos en el cine o viendo la tele y que en cualquier momento nos podemos levantar a buscar una bebida o que estamos mal sentados o cualquier cosa. Por lo tanto, estamos trabajando en dos planos. Est-ce que ça répond? Exacte, sí. ¿Contesta? Contesta perfectament. Algú vol preguntar alguna coseta?
Hola. Muchas gracias por la exposición, me ha parecido magnífica. Una pregunta querría hacer. ¿En qué momento empezáis vosotros o creéis vosotros que es conveniente empezar a hacer una terapia después, previo, antes del proceso de duelo? ¿Cuándo empezáis vosotros? ¿O crees que empieza el psicólogo? ¿O es bueno que empiece a participar este psicólogo? No sé si me he explicado bien. El momento en el que es... Perdón. Sembla que estan preguntant... El momento en el que es adecuado que empiece esta terapia, o sea, ya previa al proceso, o sea, previo al exitus, posterior. ¿En qué momento creéis vosotros que o es el momento que empiezas tú? No me he explicado nada bien. À quel moment je travaille avec les absents, c'est ça? ¿En qué momento trabajo con los ausentes? Sí, nosotros trabajamos en una unidad de curas paliativas y muchas veces empezamos a hacer el trabajo. Perdón. Nosotros solo tengo que oírte bien, perdón. Nosotros empezamos a trabajar ya previamente al exitus con la familia. Entonces, yo preguntaba, ¿en qué momento vosotros, o si es posterior, porque os llegan posterior, ¿en qué momento crees para ti que es mejor? ¿O cómo lo hacéis vosotros? Vamos, la pregunta. Oui, j'ai pas encore parlé de cette partie-là que je comptais faire après sur le travail du deuil et du pré-deuil. Il est clair que ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé de travailler au lit du patient, dans des contextes de fin de vie. À ce moment-là, je travaille avec les chaises, j'essaye d'aider à ce que les choses importantes sur le plan émotionnel puissent se dire, que la personne qui est en train de mourir, ou en tout cas qui est vraiment mal et en fin de vie, puisse dire ce qu'elle a envie de dire. Il y a tout ce qui tourne autour de la transmission, du règlement de compte, des au revoir, toutes ces choses-là, que ça puisse s'échanger. C'est ce travail-là dont je comptais parler plus tard dans la gestion du pré-deuil, parce que là, on n'est pas encore dans le deuil, on est dans le pré-deuil. Et si le travail de pré-deuil se fait bien, il n'y a pas de travail de deuil à faire au niveau psychothérapeutique. Je veux dire, ce n'est pas une maladie de devoir faire un deuil. Je ne sais pas si ça répond à ce que j'ai compris. Bien, quería hablar de eso, iba a hablar de eso más tarde, pero cuando a mí también me ha pasado de tener que trabajar con el preduelo en un contexto de fin de vida, entonces no trabajo con las sillas, sino con las cosas importantes emocionalmente que se quieren decir. La persona que está muriendo tiene que poder decir lo que quiera. Hay todos estos elementos de transmisión, de arreglar cuentas, de los adioses, y si todo este trabajo se hace bien, el duelo no tiene por qué hacerse, no necesita una psicoterapia luego. Moi, jusqu'à présent, j'ai parlé de situations où la mort ou le départ, parce que le deuil doit se faire après une mort, mais aussi après la perte de quelqu'un qui peut partir dans un divorce ou rompre toute relation. Enfin, ce n'est pas seulement la mort qui implique un deuil, c'est une métabolisation de l'absence qui... moi, j'ai parlé de cas où ces absences se sont passées longtemps avant et où les familles n'ont pas géré ces deuils, n'ont pas métabolisé ces absences parce que c'était trop douloureux, parce que l'absent occupait une place trop importante de tiers pesant. Et donc, des années après, c'est toujours là, c'est toujours encore non ouvert, et c'est un travail après coup. Mais le travail auquel vous faites allusion, ça j'en parlerai dans la pause, après la pause, pardon.
Yo estaba hablando durante toda esta presentación de situaciones en las que la pérdida, no necesariamente la muerte, puede ser un divorcio en la que la persona se va y no quiere volver a saber nada, vaya, infinidad de casos, no solo la muerte, en los que no se logra metabolizar esta muerte. Yo estaba hablando de ausencias de tiempo atrás en los que la familia no ha conseguido gestionar esta ausencia porque la persona era un tercero pesante, era una persona demasiado importante y por lo tanto la herida sigue ahí abierta. Pero de lo que usted hablaba hablaremos después de la pausa. Aquí davant hi ha una pregunta. Bien. Est-ce qu'on peut se trouver dans une famille dont les tiers pessants soient différents pour les membres de la famille? Et comment travailler alors? ¿Nos podemos encontrar en una familia donde el tercero pesante sea distinto para cada miembro de la familia? En général, quand j'ai toute une famille présente, c'est en général les mêmes tiers dont il est question. Quand quelqu'un vient seul, ça peut être par rapport à une personne que d'autres personnes n'ont pas connue dans la famille. Mais quand c'est un groupe familial, en général, il y a des tiers communs. Des tiers. Normalmente cuando viene una familia completa es el mismo tercero pesante. Si viene un individuo solo puede ser alguien que los demás no conozcan, pero si es una terapia en familia donde todos están presentes suele ser la misma persona. Hola, yo un poco en la línea que decía la otra chica que preguntaba, ¿qué criterio utilizan para, como todo el mundo dice, que el duelo es un proceso natural que todo el mundo puede llevar a cabo, qué criterio utiliza para necesitar un terapeuta y cuándo considera que la herida sigue abierta? Porque el dolor de la ausencia un poco se aprende a vivir con él, entonces... de alguna manera, ¿cómo sabe que no es adecuada esa herida? Alors, je crois que effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens qui apprennent à vivre avec une douleur et qui d'ailleurs veulent la garder. C'est une façon pour eux de maintenir en semi-vie, enfin de maintenir un fantôme dans leur vie familiale. En fait, pour moi, ça devient important quand la famille a une souffrance, a un malaise. S'ils viennent consulter, il y a un problème. Ceux pour qui ce n'est pas un problème, ils ne viennent pas consulter. Donc, ceux qui font déjà cette démarche, et si on se rend compte que sous-jacent que le problème présenté est en fait un espèce de recouvrement d'un deuil non fait, à ce moment-là, on le travaille. Mais si les gens gèrent à leur façon, moi je ne dirais jamais à quelqu'un vous devez consulter pour faire votre deuil. Enfin, je veux dire ça, c'est libre à chacun. Par exemple, les personnes âgées continuent parfois à parler à leur conjoint qui est décédé depuis longtemps, continuent à mettre le couvert, à faire le lit, du côté du conjoint, des choses comme ça. Personnes âgées qui par ailleurs sont isolées, et ça leur fait du bien. Je ne vois pas pourquoi il faudrait... Je vais vous raconter... J'ai un très beau cas, qui n'est pas de moi. J'ai traduit il n'y a pas longtemps, et il est écrit sûrement en espagnol. J'ai eu aux États-Unis comme formateur quelqu'un d'origine argentine qui s'appelle Carlos Flusky, qui vient de Buenos Aires au départ et qui vit maintenant en Argentine. Et il a écrit un livre que j'aime beaucoup. Moi, il me l'a donné en anglais, je l'ai publié dans ma collection, je l'ai traduit. Qui s'appelle l'après... Oh, pardon. Bueno, es cierto que hay gente que vive con el dolor y que quiere mantener este tipo de dolor porque de alguna manera quieren mantener el fantasma de esta persona durante su vida. Lo importante es cuando una familia me viene a ver porque hay un problema. Si vienen porque hay un problema, pues se puede tratar. Si no vienen, pues será probablemente porque no hay un problema. Ahora bien,
igual vienen por un problema, que es el que me presentan, y yo veo que de forma subyacente hay otro problema. Entonces sí que lo trabajo. Pero si gestionan el duelo a su manera, no seré yo quien les diga, no, tienes que tratar el duelo de tal o tal manera. Por ejemplo, los ancianos que siguen poniéndole el cubierto a su cónyuge que ha muerto, que siguen hablando con él o que siguen haciéndole la cama, normalmente ancianos que están aislados, y el hecho de tener presente a su cónyuge les hace bien. Tengo un caso muy bueno, probablemente él tiene la obra en español, Carlos Zuski, que es de origen argentino, que escribió un libro, me lo pasó a mí en inglés y lo hice traducir. Alors, le livre s'appelle La présence de l'absent. Il l'a écrit il y a 2 ans et il me l'a donné parce qu'il sait que c'est très proche de ce que je fais. Et il raconte un cas extraordinaire. El libro se llama La presencia de la ausencia, lo escribió hace 2 años y me lo dio porque era muy próximo a lo que yo hacía. Alors, c'est l'histoire d'une vieille patiente, elle a 75 ans, quelque chose comme ça, mexicaine, d'origine mexicaine, qu'un collègue psychiatre lui envoie. Es el caso de una anciana mexicana de unos 75 años, de origen mexicano, que un colega terapeuta le envía. Ça se passe aux États-Unis et le collègue, Slutsky est psychiatre aussi, le collègue lui dit, écoute, c'est une psychotique, mais les neuroleptiques ne marchent pas et j'ai pas un bon contact avec elle. Toi, tu parles espagnol, peut-être avec la mexicaine, ça ira mieux. Y bueno, él también es psicoanalista y el colega le dice, mira, es una psicótica, pero yo no tengo buen feeling con ella, quizá tú como hablas español, pues te entenderás mejor con esta señora. Alors Carlos Slutsky la voit et le problème qui a fait que les filles de cette femme l'ont amenée chez le premier psychiatre, c'est qu'elle a des hallucinations, elle pense voir ses 2 fils tous les soirs alors que les 2 fils sont morts. Y bueno, Carlos la ve y el problema por el que las hijas de esta señora la llevaron al primer psiquiatra es porque tiene alucinaciones. Cada noche cree ver a sus 2 hijos que están muertos. Alors, il décrit, c'est une femme très simple qui est venue du Mexique aux États-Unis pour faire les récoltes parce qu'elle venait d'un village très pauvre et puis elle s'est mariée. Elle a eu 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Una mujer muy sencilla que emigró de México a Estados Unidos, trabajó en el campo y se casó y tuvo 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Son mari l'a quittée, elle a élevé à la force du poignet les 4 enfants. Su marido la abandona y ella cría sola a los 4 hijos. Mais les 2 filles s'en sont bien sorties. L'une est commissaire de police et l'autre est comptable. Les filles. Les filles. Las hijas han tenido éxito, una es policía, la otra contable. Par contre, un des fils est mort dans une bataille avec des toxicomanes à l'âge de 16 ans et l'autre est mort du sida, des années plus tôt aussi. Pero los 2 hijos, uno muere en una pelea con toxicómanos cuando tenía 16 años y el otro muere de sida. Elle vit seule et tous les soirs, ses fils viennent lui rendre visite. Vive sola y cada noche sus hijos vienen a visitarla. Les neuroleptiques n'ont eu aucun effet et en plus, comme elle a un diabète, ça avait plutôt un effet même négatif sur sa santé. Los neurolépticos no le funcionan para nada y además es diabética, con lo cual el efecto es un poco contraproducente. Alors, Carlos Slutsky a supprimé les neuroleptiques. Entonces Carlos Slutsky los anula, los neurolépticos. Et a commencé à l'écouter parler de ses 2 fils. Y empieza a escucharla hablar de sus hijos. Il n'a jamais fait semblant d'y croire tout à fait. Nunca ha hecho como si se la creyese del todo. Mais il n'a jamais non plus dit que c'était une hallucination psychotique. Pero tampoco nunca ha dicho que fuera una alucinación. Mais il lui a posé des questions du style, est-ce que quand vous voyez vos 2 fils aujourd'hui, ils ont le même âge qu'ils avaient lorsque vous les avez vus vivants pour la dernière fois? Et elle disait, oui, ils ont le même âge. Bon. Pero le hace preguntas del tipo, cuando ve a sus hijos hoy, ¿tienen la misma edad que cuando los vio por última vez vivos? Y ella contesta que sí. Mais toujours est-il qu'elle allait plutôt bien, parce que par ailleurs, elle se débrouillait, elle faisait des courses, elle mangeait, enfin, elle vivait correctement, avec un peu d'argent et l'aide de ses filles.
Voilà. Et puis voilà qu'elle a dû déménager parce que son propriétaire voulait vendre son appartement. Y por lo demás, pues vivía correctamente, ella iba a comprar, vamos, tenía una vida normal, con un poquito de dinero, con ayuda de sus hijas, pero de pronto el propietario de la casa la obliga a marcharse porque quiere vender la casa. Et du coup, une de ses filles est venue avec elle en disant « Il faut que vous la voyiez d'urgence parce que ma mère ne va pas bien du tout ». Y una de sus hijas va a verle diciendo, mi madre está fatal, por favor, tiene que verla. Parce que la mère avait trouvé, avec l'aide de ses filles, une maison de retraite où on parlait espagnol, parce qu'elle ne voulait pas habiter avec ses filles, elle voulait être indépendante. Mais la grosse question, c'était est-ce que mes fils vont me suivre dans la maison de retraite? Y entonces habían encontrado una residencia de ancianos donde se hablaba español porque ella no quería ir a vivir con sus hijas, quería ser independiente, pero su gran preocupación era si sus hijos irían con ella a la residencia. Elle devait déménager un mois plus tard et elle n'en dormait plus à cause de cette question. No dormía ya, tenía que dejar el piso al cabo de un mes y no podía conciliar el sueño por este tema. Alors Carlos Luiski lui a dit « Écoutez, quand ils viennent vous voir ce soir, pourquoi vous ne leur demanderiez pas s'ils sont d'accord de vous suivre quand vous irez dans la maison de retraite ?» Y entonces Carlos le dijo, bueno, pues cuando vengan esta noche a verla, ¿por qué no les pregunta si vendrán con usted, si irán con usted a la residencia de ancianos? Et elle l'a fait, et ils ont dit oui. Y lo hizo, y dijeron que sí. Et voilà. Et Carlos continue à la voir de loin en loin parce qu'il est devenu membre du réseau, il le sait, mais il ne considère pas qu'il faut la soigner au sens básico du terme. Carlos continúa viéndola de vez en cuando porque ahora forma parte de la red, él lo sabe, que no es terapia, y considera que tampoco hay que curarla. Voilà. No sé, per allà darrere hi ha una pregunta. Tenim una pregunta per aquí darrere? Sí, aquí. Endavant. Bueno, són dues qüestions, una més tècnica i altra més de concepte. La primera es refereix al número de cadires que acostuma a posar quan rep en una primera visita a una família, o sigui, número de cadires o tant % de cadires buides, i si en tot cas les retira en la segona visita o següents. Alors, dans mon bureau, j'ai en permanence 8 places, c'est-à-dire que j'ai 5 chaises et un grand divan où il y a 3 places. Ça, c'est fixe. Si je sais qu'il y a vraiment, mais c'est plutôt rare, une famille vraiment hyper nombreuse, je peux ajouter des sièges. Mais avec 8 places, je peux déjà voir venir beaucoup de familles. De forma permanente tengo 8 asientos, 5 sillas y un sofá con 3 plazas. Si realmente me viene una familia hipernumerosa puedo añadir, pero es algo muy extraño. ¿Y la retira después? Jamais. No, nunca. ¿Las mantiene en el círculo grande? Toujours. Sí, siempre. Même avec une personne seule. Incluso aunque solo tenga un paciente. Vale, ok. Y la siguiente cuestión era más conceptual. Si cuando ha hecho la referencia del concepto de sorpresa, me parece que era Dul, es similar al concepto de insight. ¿Es que es similar al concepto de insight? Non. Non. L'insight, c'est ce qu'on va vivre à l'intérieur de soi, ce que ça va réveiller, tandis que la surprise, c'est l'espèce de bousculement des croyances, c'est la déstabilisation soudaine des choses. Ça se situe à des niveaux très différents. El insight es lo que uno vive dentro, lo que le hace vivir dentro, y la sorpresa es el shock de lo que ves o de la desestabilización del momento. Son niveles distintos. Gràcies. No sembles gaire convençuda.
No, porque me La hace pensar. surprise peut avoir des effets sur l'insight, mais la surprise n'est pas l'insight. Ok, C'est ça sí, que sí, je veux claro. dire. La Sí, sí. sorpresa no es el insight, No, pero no. obviamente puede tener efectos en el Exacto, insight. eso C'est es des lo niveaux que- logiques différents. Son niveles lógicos distintos. Exacto. Ahora sí. Alguna altra pregunta? Doncs les deixem per després. Mira, aprofitarem per fer el descans, tot i que sigui uns 5 minuts abans de l'hora prevista. El que sí que farem és avançar 5 minuts també l'hora de tornada. Per tant, ens tornem a retrobar aquí a les 6:25. D'acord?